Deutsche Welle, le journal. Carole Assignon. 17h en temps universel, 18h en Allemagne. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce jeudi 1er février 2018, un an après le décès d'Étienne Tshisekedi à sa dépouille, n'a toujours pas été rapatrié en RDC. Réaction à suivre de la famille de l'opposant, mais également du gouvernement congolais qui s'accusent mutuellement d'être responsables de cette situation. Les Congolais, de plus en plus nombreux à se réfugier au Burundi, fuient les affrontements entre rebelles et armés. Beaucoup de ces réfugiés congolais vivent dans la précarité, nous le verrons. Et puis nous reviendrons sur l'accord pour un espace aérien unique entériné entre 23 États lors du dernier sommet de l'Union africaine. Nous verrons ce que cela pourrait avoir comme impact. Voilà donc pour le sommaire, mais comme toujours, on commence avec le bulletin d'information présenté ce soir par Sandrine Blanchard. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. L'Allemagne pour commencer. En Allemagne, le regroupement familial pour les réfugiés reste bloqué jusqu'à la fin juillet. Et le débat a été houleux, mais le Bundestag a finalement voté la prolongation de ce gel du regroupement familial qui est en vigueur depuis mars 2016. Il empêche ce gel les proches des réfugiés, conjoints ou enfants mineurs de les rejoindre en Allemagne. Une mesure très critiquée par les organisations de défense des droits des réfugiés, tout comme par l'opposition de gauche et les Verts. À partir du 1er août, 1000 personnes devraient à nouveau avoir le droit chaque mois au regroupement familial, à quoi s'ajouteront des autorisations dans certains cas considérés comme urgents. En Allemagne, toujours, le député de l'AfD, Roman Rösch, a finalement été élu à la tête de l'instance du Bundestag chargée de contrôler les services secrets. Cette commission parlementaire comporte 9 membres et doit contrôler les activités des renseignements civils et militaires. Les députés sont astreints au plus grand secret. La participation de membres du parti populiste de droite à cette instance, où circulent des informations hautement sensibles, défraie la chronique depuis plusieurs semaines. Ce sera d'ailleurs l'un des thèmes de la revue de la presse tout à l'heure. Theresa May veut restreindre les droits des ressortissants de l'Union européenne qui immigrent au Royaume-Uni. La chef du gouvernement britannique a annoncé que ceux qui s'installeront après mars 2019, c'est-à-dire après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, n'obtiendront plus automatiquement un permis de séjour. D'autres restrictions pourraient aussi être instaurées concernant les permis de travail ou l'accès à la protection sociale. Le négociateur en chef de l'Union européenne estime, lui, qu'il ne peut y avoir 2 régimes de droit différents pour les ressortissants européens durant la période de transition du Brexit. Juste après sa libération, le président de la section turque d'Amnesty International a de nouveau été interpellé. Taner Kilic, c'est son nom, fait l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt pour appartenance à une organisation terroriste. Il avait déjà été accusé d'appartenir au mouvement du prédicateur Fethullah Gülen. Depuis le putsch raté de juillet 2016, plus de 50 000 personnes ont été emprisonnées en Turquie, suspectées de proximité avec ce prédicateur. Plus de 150 000 fonctionnaires ont également été suspendus pour les mêmes raisons. Le tribunal arbitral du sport a levé l'interdiction et annule les sanctions du CIO à l'encontre de 28 athlètes russes pour dopage. 11 sportifs restent interdits de Jeux d'hiver en Corée. À 8 jours de l'ouverture de la compétition, il n'est pas encore certain que les athlètes blanchis aient le droit de participer à l'édition 2018. Plus de 2 millions de réfugiés afghans doivent quitter le Pakistan sous 60 jours. Ainsi en a décidé le gouvernement d'Islamabad. Les services secrets pakistanais estiment que des Afghans membres de groupes extrémistes pourraient s'être mêlés aux réfugiés. En 2016, 1 million de réfugiés afghans avaient déjà décidé de rentrer dans leur pays pour fuir la répression au Pakistan. Dans l'actualité également, les inquiétudes au sujet d'un réacteur belge. La centrale de Tihange en Belgique est située tout près de la frontière avec l'Allemagne. Or, le réacteur Tihange 1 a subi plusieurs incidents entre 2013 et 2015. Et la télévision régionale allemande VDR annonce qu'il pourrait bien être plus dangereux que ce qui a été pris en compte jusqu'à présent. VDR se réfère là à un rapport de l'Agence fédérale belge de contrôle nucléaire. Et puis une nouvelle incroyable pour finir, Sandrine, la consommation de bière baisse en Allemagne. Et oui, au point d'atteindre l'année dernière son plus bas niveau depuis la réunification de 1990. On reste quand même à 93 hectolitres et demi de bière vendue en 2017, mais les brasseurs déplorent une baisse de leurs bénéfices de 17% en 25 ans.
Les spécialistes accusent le mauvais temps qui a dissuadé les Allemands apparemment de profiter des fameux Biergarten, ces jardins typiques que vous connaissez où il fait bon siroter une petite mousse en extérieur. Oui, tel que dit, ça donne envie. Merci beaucoup Sandrine. Un an, jour pour jour après la mort en Belgique d'Étienne Tshisekedi, la dépouille de la figure historique de l'opposition congolaise n'a toujours pas été rapatriée en RDC. La famille de l'opposant dénonce la mauvaise foi du gouvernement, lequel rejette à son tour la responsabilité sur les proches de Tshisekedi. Plus de précisions avec vous, Eric Topona. Eh bien, Carole Assignon, l'opinion congolaise assiste à ce qui s'apparente à un jeu de ping-pong au sujet donc du rapatriement de la dépouille de l'opposant Étienne Tshisekedi. Pourtant, en août 2017, un accord tacite aurait été trouvé entre les autorités congolaises, la famille biologique, ainsi qu'avec la formation politique d'Étienne Tshisekedi, l'UDPS. Et selon cet accord, le gouvernement s'engageait à organiser le rapatriement de la dépouille de l'opposant. Mais cet accord n'a jamais été respecté, se plaint Monseigneur Gérard Mulumba. Il est le frère cadet d'Étienne Tshisekedi. Nous avons choisi un lieu en dehors de la ville de Kinshasa, du côté des cimetières de tout le monde là-bas. Nous sommes arrivés à un accord qui a été mis par écrit. Les réunions se tenaient dans le cabinet du ministre de l'Intérieur. Il n'a plus convoqué les réunions et depuis lors, c'est le gouvernement congolais qui bloque. Pour nous, ils ont peur des troubles et que leur régime soit menacé. Voilà, Eric, c'était plutôt la réaction du gouvernement, puisque ces accusations, le gouvernement refute les accusations de la famille Tshisekedi. Oui, c'était donc tout à l'heure le frère cadet d'Étienne Tshisekedi, Monseigneur Gérard Mulumba, qui accuse donc l'opposition, qui accuse plutôt le pouvoir de bloquer le processus de rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Faux, rétorque Lambert Mende Omalanga, le ministre de la Communication et des Médias, qui semble irrité. Et vous allez l'écouter. Le gouvernement voulait rendre honneur à un ancien Premier ministre. Le gouvernement ne va pas aller prendre le corps de quelqu'un de force à sa famille pour lui rendre des honneurs. Le jour où sa famille décidera de le rapatrier, le gouvernement lui rendra des honneurs dus à un ancien Premier ministre. Point barre. Il faut qu'on nous reste tranquille. Le pays a d'autres priorités. Je n'ai rien à déclarer, ce n'est pas une affaire d'État, c'est une affaire de la famille. Voilà, Lambert Mende Omalanga, très remonté à l'occasion donc du premier anniversaire de la disparition de l'opposant, Monseigneur Gérard Mulumba, que nous avions écouté, le cadet du défunt, a dit une messe d'action de grâce ce matin en mémoire d'Étienne Tshisekedi, un sitting exigeant le rapatriement donc de celui que ses partisans appelaient affectueusement le Sphinx de Limité. Un sitting a été organisé donc ce matin à Bruxelles, la capitale belge. Merci beaucoup Eric Topona. On reste en RDC. La sortie médiatique hier du président de la Commission électorale nationale indépendante a fait réagir bon nombre d'internautes sur les réseaux sociaux. Rémi Malé. Oui, bonsoir Carole, bonsoir à tous. Corneille Nangaa, on le rappelle, a fait le point de presse hier. Il était face à la presse sur l'avancée donc du processus électoral dans le pays. À cet effet, il a annoncé la fin de l'opération d'enrôlement des électeurs sur le territoire congolais avec au total, et pour être très précis, 46 021 454 personnes inscrites. Mais sur Twitter, Paul Louchikou se demande où en est-on avec l'enrôlement des Congolais de l'extérieur. Est-il légal de les exclure, s'interroge-t-il. Vous n'en parlez plus, pourtant vous l'avez inscrit dans l'arrangement particulier de l'accord de la Saint-Sylvestre, ajoute donc Richard Delvaux sur Twitter, toujours concernant donc le vote des Congolais vivant à l'étranger. Un autre point qui suscite également des interrogations concerne donc l'envoyé d'experts internationaux pour suivre le processus électoral, car le groupe d'experts qui devait appuyer la CENI n'a toujours pas encore commencé ses travaux, et pour cause, les autorités congolaises ne sont pas parvenues à un consensus à propos de leur mandat, bien qu'ils aient été désignés donc en septembre dernier. Un regard extérieur et indépendant sur sa machine à fabriquer un président et des élus, et sur son budget farfelu et ses listes trafiquées, Corneille Nangaa n'en veut pas, accuse donc le mouvement citoyen Lucha sur son compte Twitter. La Lucha qui fait allusion donc à la machine à voter, une première en RDC, censée, selon la CENI, réduire le coût de global donc des élections. Et puis Rémi, le président de la CENI, a souhaité aussi que les prochaines élections consacrent l'alternance au niveau suprême de l'État. À condition que le président actuel renonce
renonce à un troisième mandat et que la majorité nous présente le dauphin du chef de l'État, répond Patient de Kinshasa donc sur notre page Facebook. Notre abonné le soupçonne, il soupçonne Corneille Nangaa d'être au service du pouvoir. Quant à Gaylor, encore à Kinshasa, il se montre méfiant quand face aux propos du président de la CENI, il donnera toujours des raisons pour repousser les élections, écrit-il pour conclure. Merci Rémi Malé. En bref, à présent toujours concernant la RDC, John Chibangu, un ex-colonel congolais accusé d'appel à la lutte armée par Kinshasa et arrêté en début de semaine en Tanzanie, risque d'être extradé vers la RDC selon la FIDH, entré en rébellion contre le régime du président Joseph Kabila. Depuis 2012, John Chibangu avait menacé dans une vidéo diffusée les 18 et 19 janvier sur les réseaux sociaux de, je cite, chasser Kabila dans 45 jours s'il ne demande pas pardon pour le massacre de catholiques qui avait marché le 31 décembre 2017. Au Cameroun, 2 gendarmes ont succombé à leurs blessures après une attaque dans le nord-ouest anglophone du pays. Une attaque imputée à des séparatistes. Il s'agit des premiers militaires tués en zone anglophone depuis l'extradition du Nigeria vers le Cameroun de 47 séparatistes, dont le président autoproclamé du mouvement séparatiste, Sisiku Ayuk Tabe. Vous écoutez la Deutsche Welle. Depuis une semaine, plus de 7000 Congolais, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ont fui les combats qui opposent dans l'est de la RDC les rebelles Mai Mai, Yakutumba et les FARDC pour se réfugier au Burundi, de l'autre côté du lac Tanganyika. Les réfugiés ont été accueillis dans la province de Rumongue, située au sud-ouest du Burundi. Ceux-ci ne bénéficient encore d'aucune aide humanitaire et les conditions de vie se dégradent rapidement. Notre correspondant à Bujumbura, Antedites Niragira, s'est rendu au camp de transit de Rumongue. On écoute son reportage. Environ 7800 réfugiés ont été accueillis à Rumongue depuis une semaine et les arrivées ne s'interrompent pas. À l'entrée du camp, les enfants jouent, les femmes préparent la cuisine tandis que d'autres dorment à tour de rôle. Certaines familles sont séparées dès l'heure. À la tombée de la nuit, certains trouvent refuge dans les locaux d'une école, d'autres passent la nuit à la Belle Étoile. Dofi Kayumba est le responsable des réfugiés congolais au camp de transit de Rumongue. Les conditions sont meilleures par rapport à la situation écologique, c'est normal, c'est presque la même situation que chez nous. Au point de vue alimentaire, nous sommes aidés par les Burundais, ils nous donnent des aliments, des patates douces, des maïs, ainsi de suite. En tout cas, par rapport aux conditions, les Burundais sont hospitaliers, en tout cas nous disons merci. Toutefois, le surpeuplement du camp complique la vie des réfugiés. Sans aide humanitaire jusqu'ici, ces populations déplorent les conditions de vie qui demeurent encore précaires. Si tu es à l'étranger, c'est différent de quand tu es à la maison. Nous apprécions les conditions telles qu'elles sont. Nous sommes un peu aidés, mais je suis dans l'insécurité. J'ai maigri, je ne mange pas et je n'ai pas un endroit où dormir. Le HCR transfère certains d'entre nous, mais l'aide à proprement parler, comme les marmites, les assiettes, les cuillères, on n'en a pas encore. Je n'ai pas encore dormi, on se couche par terre. Nous cherchons où nous coucher, il n'y a pas de natte, on n'a même pas encore mangé. Les confessions religieuses et la population de Rumongue se relèvent pour satisfaire les besoins élémentaires des réfugiés. Pas de centre de soins sur place, l'eau potable et la latrines de cette école restent insuffisants. Dans ces conditions, la cohabitation des populations locales et les réfugiés pose problème et des solutions urgentes s'imposent. Gaspard Nibaruta est le directeur du centre de formation professionnelle, une école devenue un centre de transit des réfugiés. Ce qui nous gênait le plus, c'était les latrines, parce que notre centre dispose de 2 blocs de latrines, l'un pour les filles et l'autre pour les garçons. Nous avons cédé pour ces réfugiés. Là où il y a plus de 400 personnes, au niveau de l'hygiène, il doit y avoir des problèmes. Nous avons des ONG qui essaient de faire la propreté, mais on ne peut pas dire que la situation est bonne. Nous avons aussi encore un problème de l'eau, parce que l'eau que le centre utilisait, c'était l'eau de la Régie des eaux qu'on doit quand même payer la facture. Plus de 400 personnes ici utilisent assez le robinet. C'est un problème très sérieux. Les réfugiés continuent d'arriver chaque jour. Un certain nombre a déjà été transféré vers d'autres camps de transit dans 3 autres provinces du Burundi pour laisser place aux nouveaux arrivants. Les autorités burundaises ont réclamé l'aide des organisations humanitaires internationales, ainsi que l'explique Juvenal Bigirimana, le gouverneur de la province Rumongue. Je lance un appel à toutes les organisations œuvrant dans le secteur des réfugiés de venir en aide, parce que il y a beaucoup de besoins. Je voudrais lancer un appel d'amener des aides. Actuellement, il faut des aides parce que avec des enfants, avec des vieillards, avec des femmes enceintes, il faut alors qu'ils soient à côté de nous afin que même la population de Rumongue
Rumongue soient protégés. L'insuffisance d'eau potable fait redouter une épidémie de choléra. Par ailleurs, les réfugiés arrivent en bateau traversant le lac Tanganyika entre le Burundi et l'est de la République démocratique du Congo. Une traversée risquée où certains y ont déjà laissé leur vie. Antelites Teniragira à Bujumbura pour la Deutsche Welle. Alors, le Haut-Commissariat aux réfugiés a admis des déficiences devant l'afflux de ces réfugiés, mais assure que désormais, plus aucun d'entre eux ne se trouve à Rumongue. Des déclarations qui ne correspondent pas toutefois aux observations de notre correspondant Burundi qui se trouvait sur place il y a 2 jours et a pu vérifier que quelques centaines de réfugiés se trouvaient encore dans les rues de Rumongue. On écoute Soufiane Nadjali, il est le représentant adjoint du HCR au Burundi. Il rappelle par ailleurs que ce pays accueille plus de 66 000 réfugiés congolais. Comme ils ont été transférés dans des centres de transit équipés et préparés, en ce moment, tous ces gens-là sont dans de bonnes conditions. C'est vrai que les premiers jours, comme ils étaient au centre-ville de Rumongue et qu'il fallait préparer leur transfert, il y avait eu des déficiences à ce niveau-là. Mais maintenant, je pense que si vos correspondants visitent Rumongue, ils ne trouveront plus personne dans les rues et que l'ensemble de ces personnes ont déjà été évacuées sur des centres de transit et même dans les camps de réfugiés qui sont déjà là en Burundi, puisque le Burundi accueille plus de 66 000 réfugiés congolais. Soufiane Nadjali, représentant adjoint du HCR au Burundi. Le HCR qui a par ailleurs un nouveau représentant ici en Allemagne. Il s'agit de Dominique Barsch. Il a commencé ses activités au bureau de Berlin de l'organisation. Il succède à Katharina Lump qui a été nommée en octobre en tant que représentante du haut-commissaire en Turquie. En bref, encore la haute cour du Kenya a ordonné aux autorités d'autoriser temporairement 3 télévisions à reprendre leurs émissions. Elles avaient été fermées pour avoir bravé l'interdiction de retransmettre l'investiture de l'opposant Raila Odinga. Une interdiction qui émanait du président kenyan Uhuru Kenyatta lui-même. Il avait convoqué les patrons de presse vendredi dernier et les avait expressément menacés de fermer tout média qui retransmettrait la cérémonie, selon un communiqué des éditeurs du Kenya. Les Burkinabés ont depuis hier un nouveau gouvernement avec le remaniement opéré par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Un changement qui suscite des réactions sur les réseaux sociaux, Rémi Malé. Bien sûr, c'est le président Kaboré qui a lui-même annoncé tard dans la nuit d'hier sur son compte Twitter les changements effectués. Sur le décret qu'il a bien voulu partager, on constate que la nouvelle équipe compte désormais 33 portefeuilles contre 32 dans la précédente, et ce à cause de la création d'un ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Ce gouvernement, comme le précédent, est dominé par les hommes. Seulement 6 femmes sur 33 ministres, fait remarquer Setou Ouattara, au chef de l'État burkinabé sur Twitter. On peut faire mieux, poursuit-elle. Et puis le très contesté ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a quant à lui cédé son portefeuille à Clément Sawadogo. Il est désormais donc ministre d'État auprès de la présidence du Faso, comme on peut le lire sur le décret. Pour rappel, la société civile du Burkina a longtemps reproché à Simon Compaoré son incapacité à endiguer les attaques djihadistes récurrentes à la frontière malienne. Sur Twitter, Igor Tumba se dit donc satisfait de son départ, notant de manière ironique qu'il a été, je cite, promu à un poste qu'il fallait inventer. Petit regret par contre chez Gustave Nombre, un autre tuto qui souligne que Simon Compaoré aura quitté son ministère sans nous montrer le portrait robot de ceux qui ont tué nos policiers, en référence donc aux 2 policiers burkinabés qui ont trouvé la mort dans une embuscade en début de semaine dans le nord du pays. Et puis sur notre page Facebook, pour terminer, Ibrahim Bagré à Ouagadougou rappelle que ce nouveau gouvernement est le 3e formé par Roch-Marc Christian Kaboré depuis son accession au pouvoir en 2015. Pour notre abonné, ces 3 remaniements en 3 ans de pouvoir révèlent l'incapacité du régime à sortir le pays de ces tensions sociales post-insurrectionnelles. Merci beaucoup Rémi Malé. Merci également à tous les auditeurs et internautes. Je rappelle qu'ils peuvent continuer de réagir aux thèmes que nous développons dans nos journaux en nous adressant les messages sur Facebook ou encore sur WhatsApp.
Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez la DW. À suivre dans les minutes à venir la revue de la presse et l'actualité sportive. Et à partir de 17h30 minutes en temps universel, nos magazines. D'abord, Droits et libertés, consacrés à la crise anglophone au Cameroun. Sandrine Blanchard reçoit Sarni Sardounana, militant pour la défense des droits de l'homme, pour en parler. Ensuite, rendez-vous avec Claire-Marie Costman dans Économie et Développement. Il sera question du revenu universel. Beaucoup de voyageurs ont fait l'expérience de vols à des coûts élevés avec des escales improbables d'un pays africain vers l'autre. L'accord pour un espace aérien unique entériné entre 23 États lors du dernier sommet de l'Union africaine devrait inverser cette tendance. Même les petites compagnies aériennes devraient en bénéficier. Les détails avec Philippe Zana et Jean-Michel Boss. Un vol entre la capitale nigérienne Niamey et Bamako, Mali voisin, passe dans le cas le plus favorable par la Côte d'Ivoire, mais il peut aussi y avoir des escales au Burkina Faso ou bien au Togo. Si vous voulez voyager de la capitale guinéenne Conakry à la métropole de Lagos au Nigeria, eh bien, vous devrez peut-être passer par Nouakchott en Mauritanie ou bien Paris et Amsterdam. Istanbul ou Dubaï apparaissent aussi souvent dans le plan de voyage sur les vols transafricains. Pourquoi cela? Parce que les compagnies aériennes sont étrangères, comme par exemple Turkish Airlines, Emirates ou bien Air France. Voseniele Unegnao est directeur général de l'autorité de l'aviation civile éthiopienne. Il rappelle que le marché africain est dominé par les compagnies aériennes étrangères. Le ratio des parts de marché est de 20 à 80. Cela signifie que la part de marché des compagnies non africaines est actuellement de 80% et que ces parts seront proches ou égales à l'avenir. Un optimisme justifié par un nouvel accord scellé cette semaine entre 23 pays africains lors du dernier sommet de l'Union africaine. Point clé de l'accord, les compagnies aériennes des pays de l'Union devraient avoir à l'avenir libre accès aux aéroports des autres États membres. Cela signifie également moins de bureaucratie et des coûts moins élevés pour les vols intra-africains, selon le ministre éthiopien des Transports, Abdissa Yadeta. Les passagers pourront choisir plus de vols directs grâce à ce programme. Ainsi, on gagnera du temps et les conditions de voyage seront plus agréables. Cela aidera les États membres en facilitant le libre-échange de biens et de passagers. Une plus grande liberté de mouvement stimulera notre tourisme et contribuera à la croissance économique. Mais jusque-là, le chemin est encore long. Beaucoup doutent que la lourde bureaucratie de l'Union africaine puisse gérer cette transformation, sans oublier, bien sûr, les intérêts individuels des États. Jean-Michel Boss. En bref, à présent, les combattants de Boko Haram ont tué au moins 5 coupeurs de bois dans le nord-est du Nigeria. Les bûcherons accusés par le groupe djihadiste et des espions sont victimes depuis un certain temps déjà d'une série d'attaques de ce genre. En bref, encore, l'Éthiopie a levé l'interdiction qui empêchait ces travailleurs peu qualifiés d'émigrer pour travailler à l'étranger, en particulier au Moyen-Orient, après avoir voté une nouvelle loi qui doit prévenir la maltraitance de ses employés. Déclaration d'un responsable du gouvernement aujourd'hui. Le second pays le plus peuplé d'Afrique avait mis en place cette interdiction 5 ans plus tôt, après des rapports ayant mis en évidence des mauvais traitements. Des plaintes avaient été déposées contre des agences de recrutement ayant attiré des Éthiopiens pour travailler à l'étranger dans des conditions irrégulières et déplorables. Deutsche Welle, Racines d'Afrique. Racines d'Afrique sur la DW, Racines d'Afrique qui nous emmène aujourd'hui à la rencontre de Julius Nyerere, encore appelé Mwalimos, qui veut dire instituteur en swahili. Après avoir obtenu l'indépendance, il devient le premier président de la Tanzanie, un pays qu'il gouvernera pendant 23 ans avec des idées socialistes et en devenant l'inventeur de la politique dite Ujamaa. Mais bénéficiant de peu de soutien, sa politique plongera le pays dans un véritable chaos économique. Pourtant, même ses opposants auront toujours des choses positives à dire le concernant, comme l'explique l'historien Saïd Mohamed que je vous propose d'écouter. Je vais vous dire une chose. Au cours de mes recherches, toutes les personnes que j'ai pu interroger m'ont dit que Mwalimu était spécial. Il est incorruptible. L'argent et la richesse n'ont pas d'intérêt pour lui.
Voilà, c'était l'historien Saïd Mohamed au sujet de Julius Nyerere. Pour écouter la version intégrale de ce numéro de Racines d'Afrique consacré à cet infatigable leader africain, eh bien rendez-vous sur notre page internet DW Français. On passe à présent à la revue de la presse. Le premier discours sur l'état de la nation de Donald Trump, le regroupement familial et l'attribution à l'AfD de la présidence de plusieurs commissions parlementaires. Voici les thèmes au cœur de la revue de la presse allemande, signée aujourd'hui Sandrine Blanchard. Dans son tout premier discours sur l'état de la nation, Donald Trump s'est surtout félicité lui-même, écrit la correspondante de Die Tageszeitung aux États-Unis. La journaliste pointe les exagérations et les inexactitudes du discours présidentiel. Et en légende de la photo, publiée par le journal, qui montre un écran de télévision retransmettant le discours dans un salon, on peut lire « Couper le son rendait le discours plus supportable ». La Süddeutsche Zeitung consacre toute une page à l'analyse de ce discours de Donald Trump, dont un article sur l'annonce, passé presque inaperçu, du maintien du camp de Guantanamo. Le journal rappelle que les 41 prisonniers du camp ont porté plainte en janvier devant un tribunal fédéral pour réclamer la tenue de leur procès qui n'a toujours pas eu lieu au bout de 16 ans d'enfermement. La Frankfurter Allgemeine Zeitung évoque aussi Guantanamo en une et précise que les autorités allemandes ont critiqué la décision de le maintenir ouvert. La FAZ commente également les âpres discussions qui continuent entre la CDU-CSU et le SPD en Allemagne concernant le regroupement familial pour les réfugiés, et notamment sur le caractère opposable ou non d'un droit au regroupement familial qui pourrait ou pas donc être reconnu à certaines personnes dans des cas extrêmes. L'une des difficultés réside dans les différentes prérogatives. Tout ce qui retourne de la délivrance de visas à des proches de réfugiés par exemple relève des affaires étrangères, tandis que c'est au service étranger des communes et des régions de décider d'autoriser ou pas le regroupement. Également dans la FAZ, un article détaillé sur une journée particulière au Bundestag, celle d'hier, lors de laquelle des députés de l'AfD ont obtenu de présider 3 commissions parlementaires. Le journal juge que refuser leur candidat en aurait fait un nouveau martyr, ce qu'il faut éviter. Les Aachener Nachrichten, au contraire, estiment que l'élection de ces 3 députés populistes de droite à la tête de commissions parlementaires est une honte pour le Parlement. La revue de la presse avec Sandrine Blanchard. Avant de passer au sport, en bref, notez que le président namibien a limogé aujourd'hui 2 ministres importants de son gouvernement qui avaient osé contester son autorité lors du dernier congrès du parti au pouvoir l'an dernier, respectivement titulaires des portefeuilles de l'intérieur et de la jeunesse. Pendukeni, Livula, Itana et Jerry Ekanjo ont été relevés ainsi de leurs fonctions. Et puis un millier de mineurs étaient bloqués sous terre aujourd'hui, apparemment en bonne santé, à plusieurs centaines de mètres de profondeur dans une mine d'or d'Afrique du Sud. Ils sont victimes d'une panne d'électricité provoquée par un violent orage. Selon la compagnie Sibani Gold, propriétaire de la mine, cette coupure de courant a provoqué un arrêt des ascenseurs et empêché la remontée de la presque totalité de l'équipe de nuit de la mine de Béatrice, près de la ville de Welcome. Seule une 60aine de salariés ont jusque-là pu être remontés sains et saufs à la surface. On passe à présent sport. Deutsche Welle, le sport. Le marché des transferts hivernal s'est achevé hier à minuit. Le mercato ouvert le 1er janvier a connu cette saison beaucoup plus de gros transferts que les années précédentes et certains se sont révélés au dernier moment. Fiacre Ndairagidje fait le point sur les transferts de joueurs dans les grands championnats européens. Alors que le marché d'hiver n'est habituellement rien de plus qu'un simple ajustement des équipes pour leur permettre de bien terminer la saison, celui de cette année a pris un élan comparable au marché estival. Par exemple, Liverpool a dépensé 84 millions d'euros pour recruter le défenseur de Southampton, le néerlandais Virgil van Dijk, quelques jours avant même le début officiel du marché hivernal. Le comeback de Diego Costa à l'Atlético Madrid fait partie des transferts entérinés. Cette transaction a atteint le montant de 66 millions d'euros en faveur de son équipe Chelsea.
Outre ces quelques cas non moins isolés, le mercato a officiellement été inauguré cet hiver par le transfert de Philippe Coutinho de Liverpool à FC Barcelone. Le club catalan a le mois dernier déboursé la bagatelle de 120 millions d'euros. Autre effet qui a marqué le mercato, il s'agit du transfert du buteur de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a rejoint Arsenal. Une transaction de 63 millions d'euros a été annoncée hier à l'issue de longues négociations. Techniquement, l'attaquant gabonais va occuper la place du Chilien Alexis Sanchez, acheté par Manchester United. Mais l'aspect le plus frappant dans le cadre du contrat Aubameyang, c'est qu'il était prévu que l'attaquant d'Arsenal, le Français Olivier Giroud, vienne à Dortmund comme en prêt pour terminer la saison de Bundesliga. Celui-ci a pourtant préféré rester à Londres du côté de Chelsea et ainsi le club a préféré prêter le Belge Miki Batshuayi au BVB dans le cadre d'un transfert triangulaire. De son côté, le Ghanéen André Ayew a préféré faire son retour chez les Swansea pour un montant de 21 millions d'euros. L'international ghanéen qui jouait à West Ham a signé un contrat de 3 ans et demi. 17h30 en temps universel, Sandra, droits et libertés.